Votre fidélité nous honore. Messieurs, bonsoir, mesdames. Bienvenue à cette édition du débat panafricain qui revêt donc les couleurs assez particulières puisque nous allons, tout comme la Russie, dénoncer donc cette méthode coloniale de la France du côté du Mali. Une sortie du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui nous permet au mieux de comprendre davantage les enjeux au cœur donc des velléités indépendantistes menées de main de maître par le colonel Assimi Goïta, alors que du côté des États-Unis, le Parlement américain semble prendre une autre démarche, celle désormais de s'aborder, sinon de s'attaquer à tout ce qui paraît comme investissement de la Russie du côté du continent africain. On en parle dans le cadre de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le temps pour nous de présenter nos civilités à ce richissime panel qui nous accompagne pour ce culte sur la télévision. André Kissé-Fanga, vous êtes journaliste. Merci infiniment d'être là. Bonjour. Bonjour Fabrice Ndoum, merci de m'avoir invité. Merci aux millions, milliards même de téléspectateurs d'Afrique Média qui sont scotchés à ce débat panafricain, première partie. Bonsoir aux techniciens, bonsoir aux panélistes que vous allez présenter. Je ne voudrais pas vous voler la vedette, mais je souris quand je vois Ryan Doyen juste à côté de moi. Il y a aussi un ami et frère que je n'ai pas vu longtemps, que vous allez présenter justement tout à l'heure. Mais permettez-moi de commencer par une dénonciation. Alors, il y a un brûlot qui passe sur les réseaux sociaux annonçant l'arrestation du directeur général du port autonome de Douala, écrit par, vous connaissez, un certain lanceur d'alerte, mais ce n'est qu'un fake news. Et je crois que les Camerounais n'aiment pas le travail bien fait. Parce qu'aujourd'hui, parler de Cyrus Ngor comme un vulgaire bandit, comme quelqu'un qui a fui par les toilettes de l'aéroport, vraiment, c'est vraiment indigne de ce Camerounais-là. Parce qu'en réalité, quand nous regardons le travail titanesque de ce grand compatriote, de ce grand Camerounais, vraiment, nous pouvons être fiers, que ce soit au niveau national, au niveau africain, au niveau international. Si, quand même, la CIMA a décerné, il y a de cela quelques jours, le titre de une distinction de meilleur manager africain de l'année à M. Cyrus Ngor. Ça veut dire que même les Africains sont fiers de leurs compatriotes. Donc, aujourd'hui, nous voulons dire simplement à ces fournisseurs de fake news, arrêtez votre chantage, arrêtez votre façon de faire. Quand même, il y a des gens qu'il ne faut pas s'attaquer, car aujourd'hui, Cyrus Ngor est une référence planétaire en matière managériale. Donc, vraiment, que les Camerounais ne prêtent pas attention à ces brûlots qui ne valent absolument rien, ce n'est que du papier hygiénique. Donc vous pouvez aller vous torcher avec ces brûlots-là. Merci à vous André Kissé-Fanga. Et le doyen qui nous accompagne, donc c'est Dr Basilikène qui est avec nous. Merci infiniment d'être là, doyen. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Cyril et merci Fabrice, pardon. Bonsoir et une fois encore, merci de m'avoir invité à ce festin panafricain. Je voudrais dire bonjour à nos techniciens parce que sans eux, nous ne serions pas là. Et je voudrais également dire bonjour à tes autres invités, ceux qui sont sur ce plateau comme ceux que nous allons joindre par téléphone d'un moment à l'autre. Et je voudrais redire une fois encore ma fierté d'appartenir à ces personnes qui ont contribué à la mise en place du panafricanisme de deuxième génération. Parce que le panafricanisme de première génération, c'est celui des pères fondateurs et nous sommes là pour un peu garder leur mémoire vivace. Nous sommes là pour continuer ce qu'ils ont commencé et nous sommes là pour parfaire la libération de l'Afrique. Et avec votre permission, je voudrais ajouter un mot à ce que vient de dire André Kissel. Je crois que en Afrique, tout ce qui est pas bon pour la France est mauvais, absolument. Parce que le PDG ou le DG du port autonome de Douala, on a vu ce qu'il a fait pour déloger enfin le Français que je ne veux pas nommer et qui, pendant des décennies, a volé aux Camerounais. Ça a été prouvé d'ailleurs. Ça a été prouvé. Alors qu'un lanceur de fake news vraiment s'en prenne à celui-là, ça signifie que les maîtres français ont sifflé et le chien a aboyé.
C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous. Et moi, je vous appelle gardien du temple, puisque vous êtes bel et bien vivant pour transmettre effectivement ce combat loyal de génération à génération. Nous souhaitons également à vous d'Alvarez, vous êtes expert en questions sécuritaires. Et bien, votre rapport dans le cadre de l'actualité sur le Sahel nous sera d'un apport, je dis quoi, d'un atout assez particulier. Merci infiniment d'être d'Alvarez. Bienvenue. Merci Fabrice, merci à mon ami Christian et merci au papa Basiliguin. Merci de m'avoir invité sur le plateau par rapport à ces thématiques qui sont très importantes et qui démontrent clairement que le continent africain actuellement est à la croisée des chemins. Et agissons sur la thématique évoquée un peu plus haut en propos liminaires par mon frère Christian, il faut bien comprendre que nous en tant que Camerounais, je parle comme Camerounais et d'abord en tant qu'Africains, nous sommes en train de commettre une erreur monumentale. Parce qu'il faut bien comprendre que contrairement à ce que certaines personnes veulent laisser croire, les personnes qui sont en train de pourchasser littéralement le DG du PAT, c'est une entreprise dont derrière se situe un Libanais. Et moi, c'est très surprenant que des gens installés chez nous, à cause de leurs intérêts, puis derrière, il faut bien comprendre que ces Libanais-là ont certains ministres derrière eux. Dans la plupart de leurs entreprises, il y a des actionnaires qui sont parfois des Camerounais. Mais ces gens pensent qu'ils ont l'ensemble du pouvoir. Ils pensent comme ils menacent certains Africains, notamment en Côte d'Ivoire, on en a vu, notamment dans beaucoup de pays, qui vont l'imposer ici. Ça ne peut pas se passer au Cameroun comme ça. Même s'ils ont des accords, même s'ils ont les complices. C'est des nations où le noir n'a pratiquement aucun rôle, alors que c'est des nations où à Beyrouth même il n'y a pas d'électricité. À Beyrouth, la poubelle n'est même pas remplacée. C'est à peine qu'ils ont fait les élections aujourd'hui, ils ont fait des années sans gouvernement. Il y a pratiquement un non-État à Beyrouth. Mais comme ils sont sur le continent africain, ils pensent qu'ils vont tout traficoter. Ils vont tout traficoter sur le continent africain au point où même un directeur général qui, dans le mien, je ne vais pas dire qu'il est sain, je ne vais pas dire qu'il est parfait comme tout humain. Mais il ne faudrait pas que des puissances étrangères fassent feu de tout bois pour pouvoir l'écraser. Le DG du PAT est à son domicile. Ils sont en train de préparer la documentation par rapport à une session du port autonome de Douala qui va se dérouler dans quelques jours. Il n'est nullement en prison et vraiment ce n'est pas très logique de penser qu'il s'est évaporé de par les toilettes de l'aéroport international de Douala. Donc justement, moi, le côté qui m'embête dans cela, moi je suis même tout à fait d'accord que entre Camerounais, qu'on ait des différends, qu'on les règle entre nous. Mais moi, c'est encore je vais dire, c'est plus embêtant quand ce sont des étrangers qui sont derrière, qui sont en train de tirer des ficelles. C'est-à-dire des gens qui sont étrangers, qui s'enrichissent dans notre nation, mais qui estiment qu'ils sont plus camerounais que d'autres, que les nôtres. Vraiment, ça ne doit pas se passer ici. Et nous pensons que les autorités yaoundé, et même ceux qui sont en train de soutenir ce type de pouvoir, ce type d'entreprise, ce type d'étrangers, qui au lieu de faire seulement leur argent au Cameroun, pensent qu'ils doivent détruire toutes les infrastructures économiques de la nation et s'enrichir, et qu'on devrait les soutenir, je pense qu'ils devraient mettre un peu d'eau dans leur vin et laisser le DG du port vaquer à ses occupations. Merci à vous, d'Alvarez Ngoudou. Et nous, on va donc aller retrouver Luc Michel du côté de Bruxelles pour lancer définitivement cette édition du débat panafricain. Luc, je vous retrouve et nos civilités également, à vous le temps pour vous de réagir pour cette première thématique avec cette sortie de Sergueï Lavrov qui commence à prendre véritablement un peu plus d'auteur autour des questions fondamentales, notamment celles de liberté fondamentale sur le continent africain. On avait, comme par le passé, du moins au début, on a vu une Russie qui tentait véritablement du soft power. Maintenant, on a véritablement l'impression qu'elle commence vraisemblablement à assurer désormais ses actions sur le continent africain, d'où cette sortie de Sergueï Lavrov qui a donc dénoncé, lui encore, cette politique coloniale de la France vis-à-vis de la démarche malienne. Bonsoir, bienvenue Luc, et votre première réaction. Bonjour Fabrice tout d'abord et bonjour à ton plateau et à nos téléspectateurs. Moi j'ai toujours été partisan que les choses se radicalisent. Je ne crois pas que ce qui se passe actuellement, la radicalisation autour des dossiers ukrainiens et maliens, soit une mauvaise chose. Aujourd'hui, on en est vraiment arrivé à l'affrontement fondamental. Il y a d'un côté le bloc américano-occidental avec Londres, Paris et Washington, qui est le camp du néocolonialisme et de l'exploitation. Et de l'autre côté, il y a le bloc des pays qui veulent un monde multipolaire, avec la Russie, l'Iran, la Chine et l'Afrique. Et ce bloc-là
veut l'émancipation. Lavrov n'a pas seulement dénoncé la politique française au Mali, il a également dénoncé la politique du bloc occidental en Ukraine et en Europe centrale, qu'il a qualifié également, ce qui est exact, de néocolonial. Il faut retenir quelque chose, on a encore 2 exemples ces dernières 48 heures. Les Américains voudraient que s'attaquer aux intérêts russes en Afrique, c'est le vieux colonialisme, c'est-à-dire que le colon doit avoir l'exclusivité des dispositifs sécuritaires et des investissements. Et de l'autre côté, il y a le scandale autour de l'aéroport de Ouagadougou, puisqu'on sait que les syndicats burkinabés sont intervenus pour dénoncer l'action de l'ambassadeur de France qui a fait inquiéter, comploter, n'ayons pas peur des mots, pour faire attribuer la construction du nouvel aéroport à des firmes du BTP français. Voilà ce qu'il faut constater. Évidemment, les Français, les Américains, les Allemands ne comprennent pas que le temps des colonies, le bon vieux temps des colonies, comme chantait Michel Sardou, il est terminé. Aujourd'hui, on est dans un autre cycle géopolitique. C'est le basculement du monde, c'est la décolonisation du monde et la fin de la globalisation libérale. Lavrov, évidemment, il ne fait que constater une situation que l'on vit dans tous les pays, non pas seulement d'Afrique, mais du monde, dans un arc de cercle qui va de l'Europe centrale, en passant par l'Afrique, au Proche-Orient et en Asie. On est parti, puisqu'on va d'ailleurs y revenir sur cette résolution, sur cette démarche, on va dire, du Congrès américain qui vient de voter une loi visant à s'attaquer désormais à toutes les activités, du moins pour eux c'est qualifié comme activités malveillantes de la Russie en Afrique. On y reviendra proprement parler. Mais est-ce que tel qu'on est parti, il va falloir s'attendre à ce que l'on ait désormais un affrontement réel, du moins de vue de la réelle politique, entre la Russie et le reste du monde, j'ai envie de dire. Puisqu'on avait quasiment l'impression qu'à un moment donné, la Russie ne voulait pas aller dans un affrontement, que ce soit au niveau des discours, on tentait un tout petit peu de temporiser, mais aujourd'hui, on a clairement là une Russie qui veut s'attaquer à la démarche de la France désormais sur le continent africain. Bon, en réalité, de mon point de vue, je pense que les Russes répondent plus qu'une attaque. Les Russes sont généralement dans des réponses, dans des réactions que dans des actions, que ce soit sur le continent africain. Vous savez d'abord, quand on parle de la France sur le continent africain, en matière de politique étrangère, que ce soit sur le continent ou que ce soit hors du continent, il faut savoir que la France ne décide pas de grand-chose. La France n'est qu'une petite colonie qui obéit aux intérêts américains. Et dans ce sens-là, il y a un certain nombre de mesures. Vous remarquerez bien que, particulièrement au niveau de la crise ukrainienne, la plupart des sanctions qui sont implémentées par les nations européennes, ce sont des sanctions qui sont dans la réalité imposées par les États-Unis. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, même sur le continent africain, une bonne partie, dans les décennies précédentes, la politique qui a été implémentée sur le continent africain par la France, c'est une politique qui a été voulue par les puissances occidentales, notamment par les États-Unis. Juste qu'après un certain moment, ils se rendent compte que la France n'est pas en train de marcher exactement comme ce qu'ils étaient en train de vouloir. Mais maintenant, quand on regarde le contexte géopolitique, avec la crise énergétique qui est en train d'être créée, je n'ai pas besoin de revenir sur l'actualité du gaz, du pétrole, pratiquement, sur l'ensemble des sanctions qui sont prises par des alliés des Américains contre le pétrole et le gaz russe. Si vous créez un marché comme celui-là dans le monde entier, il faudra bien essayer de remplacer ça sur le continent africain. Or, dans le monde, et pour cela, il y a les ressources que l'on trouve sur le continent africain. C'est une des raisons pour lesquelles l'Italien Ingi, je crois il y a de cela quelques semaines, est parti en Angola signer les contrats. On voit de plus en plus les Européens, des puissances occidentales proches des États-Unis, donc qui en réalité ne sont que des marionnettes des États-Unis, venir sur le continent africain chercher d'autres sources énergétiques qui peuvent essayer de compenser ce qu'ils sont en train de vouloir boycotter du côté de la Russie. Or, ils viennent sur un continent où il y a une certaine présence. Là, d'une manière ou d'une autre, on devrait assister à une certaine résistance sur le continent africain.
particulièrement dans les nations qui sont en train de regarder un ancrage beaucoup plus vers Moscou. C'est pour cela que vous avez regardé, c'est pour ceux qui suivent l'actualité sur certaines nations, notamment sur l'Algérie, tout récemment, il y a de plus en plus des bruits de bottes à la frontière entre l'Algérie et le Maroc, parce que tout le monde sait que du côté du Maroc, en fait, le Maroc se comporte pratiquement comme un État supplétif de l'OTAN dans des États-Unis. Et l'Algérie étant comme un allié principal de la Russie en Afrique, il y a cet affrontement-là. Donc on peut s'attendre à cela, et surtout comme les grandes lignes, allant dans vos propos, dans les grandes lignes de la diplomatie russe devient un peu plus offensante, non seulement sur le continent africain, même en dehors du continent africain. Quand vous avez vu les mesures qui ont été prises hier par le gouvernement russe, de sortir une liste de près de 1000 personnes, je crois 969 précisément personnes, interdit de poser les pieds en Fédération de Russie, parmi lesquels le président Biden, Anthony Blinken, le chef du Pentagone, tous ces gars-là, c'est des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Même au cœur de la guerre froide, les Russes ne pouvaient pas prendre une mesure, dire au président américain, tu ne mets pas les pieds en Russie. Le secrétaire d'État, le chef du Pentagone, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Des gars du Pentagone, je sais pas quoi, de Hollywood, tels que Morgan Freeman, etc., près de 1000 personnes, ça montre un grand virage au niveau de la diplomatie. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, de l'autre côté, je crois, ça rentre comme nous sommes en train de parler du Maroc. Vous avez regardé du Mali. Vous avez remarqué que quand Abdoulaye Diop est parti à Moscou, il n'était pas seul. C'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de lui, mais il était accompagné du ministre de l'économie. Il était accompagné du ministre de, je crois, il y avait le ministre de l'économie, il y avait le ministre de l'administration, je sais pas, dans tous lesquels il y avait au moins 3 ministres. Et les thématiques qui ont été abordées avec le ministre Lavrov, les Russes les ont assurés qu'ils vont continuer à avoir du blé. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Ils vont continuer à recevoir du potasse, des engrais pour pouvoir continuer de développer l'agriculture, et qui sont prêts à augmenter les capacités de combat des forces maliennes. Très bien. Rentrons seulement au niveau du blé. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis 2 semaines aux États-Unis, il n'y a plus de lait pour les enfants. Une bonne partie, c'est avec du blé. Pourquoi? Parce que pratiquement, il n'y en a plus sur le marché. Je n'ai pas besoin de revenir sur les différents qui sont en train de se propager dans les différents pays du monde. Je ne viens pas chez nous en Afrique. Puis en fait, nous sommes victimes de la conséquence. Mais les Russes ont pris des mesures pour un affrontement direct. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il a fait un discours disant qu'il faudrait que les Russes, pratiquement, ils contrôlent pratiquement l'ensemble des ports. Ou du moins, ils ne permettent pas un trafic fluvial au niveau des ports ukrainiens pour l'exporter, le blé. Le blé qui est pratiquement un des aliments les plus consommés de par le monde entier. Quand le secrétaire général des Nations Unies en parle, il y a encore même à l'OMS, je crois que c'est aujourd'hui même là, la réunion de l'OMS à Genève, où on abordait les questions, et la Russie, les Ukrainiens, ils ont introduit une résolution disant qu'il faudrait qu'on bavarde contre la Russie, une résolution parce que la Russie empêche que le monde puisse être approvisionné en blé. Je vais juste dire que sur cet aspect-là, on est en train de parler des questions sécuritaires, mais en réalité, l'aspect alimentaire joue un rôle important là. Si sur ces différents aspects-là, et un autre aspect, c'est que justement, le ministre Lavrov disait que le Mali doit continuer à être approvisionné en carburant, même s'il faudrait que le carburant vienne de Russie. Ils en ont les moyens. Je veux dire, si c'est ces différents aspects-là, que ce soit le blé, vous savez, sur nous, le continent africain, du fait que nos besoins alimentaires sont extravertis, une bonne partie de nos enfants, de nos frères, nous-mêmes, consomment le blé, que ce soit du beignet, que ce soit du pain, que ce soit des spaghettis, etc., etc. En d'autres sens, les décisions qui sont en train d'être prises sur le théâtre des opérations en Ukraine, à l'est de l'Ukraine, à Moscou, ont un impact direct sur nous, sur le continent africain. Et quand on regarde la confrontation au niveau des enjeux, nos grands intérêts, de mon point de vue, c'est beaucoup plus du côté de la Russie. Je veux dire, que ce soit du côté du blé. D'abord, la Russie, en tant que premier producteur mondial, est capable d'approvisionner tout le marché africain. C'est vrai que beaucoup de Français partaient en Russie, en Ukraine, acheter du blé, mettaient un bénéfice dessus pour les vendre sur le continent africain. Absolument. Oui, ça c'est d'un. Parlons du côté carburant. Nous, au Cameroun et beaucoup de nations, c'est vrai qu'il y a une envolée sur des coûts du Brent qui allait à un peu plus de 110 $ pour les gens qui avaient fait une budgétisation à 65 $ le baril. Une bonne partie des nations sur le continent africain importent le carburant. C'est-à-dire même une puissance, ça fait que ça passe parfois inaperçu. Une grande puissance du continent africain comme le Nigeria qui produit du pétrole
en quantité, importe le pétrole pour pouvoir fonctionner. Pourquoi? Parce que le colon, même là-bas, a veillé à ce que les infrastructures de raffinage ne permettent pas de raffiner le pétrole de là-bas. Ouais. Donc le Nigeria, comme le Cameroun, même quand on avait des infrastructures, est contraint d'importer ce qu'elle consomme de l'étranger. C'est pourquoi il y a une crise énergétique là, les semaines dernières. Pour dire qu'en fait, même du côté de l'énergie, même les stocks, je crois que vous avez regardé les chiffres de Rosneft hier ont démontré que la production pétrolière russe est en train de partir en flèche. Ça veut dire qu'il peut y avoir un gap sur le continent africain que les Africains, que les Russes peuvent combler. Ouais. Mais notre grand problème sur le continent africain, c'est une question alimentaire. Des gens continuent de nous infantiliser, de nous animaliser, de nous martyriser à cause de la nourriture. C'est pourquoi les gars ont fait les OGM aux États-Unis. Vous savez, la plupart de ce que les produits alimentaires qu'on dit que les Américains distribuent dans le monde entier sont les OGM. Et sont les OGM qui ont un impact très négatif sur la santé. Or, l'agriculture russe est parmi les plus bio du monde actuellement depuis les sanctions. Puis après les sanctions sont refermées sur eux, ils ont commencé à... Or, je veux dire que même au niveau de l'agriculture, les Russes ont une technologie, c'est le premier producteur mondial d'engrais. Donc ils peuvent nous aider même au niveau de l'agriculture. Je veux dire, dans une confrontation directe, que ce soit sécuritaire, que ce soit énergétique, je vois le carburant, je vois le gaz, que ce soit alimentaire, sur pratiquement tous les aspects, nous avons beaucoup plus intérêt à regarder vers Moscou que de regarder vers Paris ou vers Washington. Puisque parce qu'on voit les effets. Vous savez, c'est pourquoi un sénateur américain s'est opposé à cette loi de 40 milliards de dollars que le président Biden décide de donner aux Ukrainiens pour acheter les armes. Parce qu'en fait, les Américains ne parviennent pas à avoir à manger. Quand vous les nourrissons, vous avez de l'argent dans votre poche, vous ne pouvez pas acheter à manger pour votre nourrisson. Vous pensez que c'est chez vous. Parce que c'est les besoins de base. Hein. Dans une maison, quand c'est dû n'importe comment, moins pour les enfants, on essaie de trouver. Si un nourrisson qui a 1 mois, qui a 2, c'est pas quoi, 6, 1 an ne peut pas avoir du lait, alors que son parent a assez d'argent pour acheter, ça veut dire qu'il y a problème. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes des petits-enfants, c'est pas pour les adultes que vous allez les résoudre. C'est pour qu'il a dit, mais vous ne pouvez pas. Et pire, le pire, c'est que les 40 milliards de dollars supplémentaires qu'on prête à l'Ukraine, ça ne vient pas des États-Unis. On prête ça à la Chine, parce que c'est la Chine qui achète les obligations américaines. Puis c'est l'Amérique qui sont totalement endettés, ils n'ont plus d'argent. Ils sont contents d'emprunter à la Chine pour reprêter à une autre personne. Je veux dire, dans un contexte comme celui-là, alors que rien qu'au niveau de la dette, les Américains, ils ont quand même 3 000 milliards de dettes. Ils vont régler comment? Les Russes ne sont pas endettés. Ils sont parmi les pays les moins endettés du monde, même par rapport au Cameroun. Ils ne sont que 12% de leur PIB. Ça veut dire qu'en réalité, c'est des gars qui sont extrêmement sauvables. Je veux dire, quand on regarde ces différentes variables, quand on regarde même l'aspect mathématique de ces chiffres, on se rend compte qu'il doit y avoir confrontation. Mais nous, quand on fait le bilan de ce que l'on a fait avec des gars de l'ouest des États-Unis, c'est pas des Français, dans le passé, je pense que nous aurons beaucoup plus de chances de regarder du côté de Moscou. Si on regarde seulement l'aspect sécuritaire au Mali et en RCA. D'accord, merci à vous d'avoir pour ce premier jet. Allez, Basilike, je vous retrouve donc et on est tous d'avis qu'il faudra désormais aller, peut-être pas à un affront réel, mais c'est tout comme, puisque les intérêts désormais de la Russie sur le continent africain sont de plus en plus élevés et la Russie ne peut plus continuer à se la jouer douce. Il faudra aussi à un moment donné s'assumer, c'est ce que tente d'ailleurs de faire le chef de la diplomatie russe. Tout à fait, tout à fait. Et puis, vous savez, il y a les Occidentaux ont beau gonfler les muscles, ils sont vraiment limités dans cette affaire. Et quand on sait que dans un combat, on peut prévoir qui sera le vainqueur, moi je crois que les Africains n'ont même pas hésité. Mieux vaut être avec le vainqueur qu'avec le vaincu. Et puis, j'ai lu tout récemment, pas plus tard que hier et ce matin, où on dit la France et l'Allemagne ne veulent pas aboutir à l'humiliation de la Russie. Voyez-vous ça? Non, c'est tout simplement que l'Allemagne est incapable de se passer du pétrole russe et du gaz russe. Et elle est obligée de la jouer douce, faute de quoi ça va être intenable. Et les Français s'imaginent peut-être qu'en essayant de se montrer un peu gentils avec les Russes, eh bien les Russes vont leur dire, donnant, nous on te laisse ton Afrique, et toi, tu ne votes plus contre toutes ces sanctions-là. Moi je crois que c'est des très mauvais calculs, et que la vérité finira par triompher, à savoir que pendant plus de 150 ans de colonisation, pendant 50 ans de coopération avec les pays occidentaux, l'Afrique n'a pas bougé d'1 millimètre sur la voie du développement.
Eh bien, on dit que quand vous avez une maladie et que une thérapie qui vous a été prescrite n'a pas marché, il vaut mieux en changer. Ouais. Alors, nous, Africains, nous n'avons pas le choix. Nous devons changer. C'est un choix qui d'autant plus que si au moins c'était des relations d'État à État, là tout de suite avec la crise, la CEDEAO va devenir membre de l'OTAN, à ce que j'ai vu. Autrement dit, c'est l'OTAN qui va venir maintenant empêcher le Mali de se développer harmonieusement en coopérant avec la Russie. Par conséquent, nous autres Africains, nous devrions comprendre que notre avenir, ne peut pas retourner sur le chemin d'où nous venons. Parce que ce chemin-là ne nous a pas conduit vers où nous aurions voulu, à savoir le développement économique et le bien-être matériel. Eh bien, essayons autre chose. Et cette autre chose, ça ne peut être que la Russie. Et il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je crois que quand je vois comment des pays comme le Ghana et le Nigeria foncent vers le Mali simplement pour faire plaisir à l'Occident, j'ai dit, j'ai peur malheureusement qu'une partie de l'Afrique continue à préférer l'esclavage plutôt que la liberté et le développement économique. Donc nous, pas de choix, c'est la Russie et rien d'autre pour l'instant. Allez, André Christian Fanga, le chef de la diplomatie russe s'attaque donc cette fois-là au pacte colonial et il remarque d'ailleurs que malgré les nombreuses interpellations, ça c'est pour tenter de le reformuler, les interpellations de la Russie vis-à-vis du comportement, de la démarche même de la France vis-à-vis de certains pays africains, notamment le Mali, eh bien la France n'a guère changé ses méthodes et donc Sergueï Lavrov dénonce donc cette politique coloniale de la France au Mali. Qu'est-ce que ça change véritablement dans cette quête de la liberté ou alors de l'indépendance pure et simple du Mali? Écoutez, c'est simple. Les deux précédents panélistes ont déjà planté le décor et ont justement fait ce que tous les Africains pensent et actuellement, c'est le choix est clairement fait, c'est la Russie. Pourquoi la Russie? Parce que on l'a toujours dénoncé ici, un certain monsieur Le Drian, qui n'a pas bien assimilé ses cours, est allé dans un tiroir et il a trouvé une vieille méthode qui est la méthode focaliste de la France-Afrique. Et il a tiré, et c'est ça qu'il est venu vouloir implémenter, davantage réimplémenter. Et Macron, le président de la République française, a trouvé que c'était bien, qu'il faut continuer dans cette logique-là. Donc, la France-Afrique doit continuer par tous les moyens. C'est pour ça que le système colonial, en quoi consiste d'abord le système colonial? Il faut d'abord l'expliquer pour que nous puissions comprendre pourquoi le ministre des Affaires étrangères russe dénonce justement ce comportement colonial de la France au Mali. Le comportement colonial, c'est la gouvernance, c'est eux qui définissent. Et qui décident en lieu et place. Qui décident de ce que vous devez faire. La formation, que ce soit la formation militaire, économique et tout le reste, c'est eux qui décident. Si vous êtes un bon politicien quand vous sortez de l'ENA de Paris ou bien un bon administrateur quand vous sortez de l'ENA de Paris, vous êtes un bon journaliste quand vous sortez de leur école de journalisme toujours en France, vous êtes un très bon ingénieur quand vous sortez des écoles françaises, vous êtes le meilleur quand vous sortez de chez eux. Et ils vous imposent dans votre pays. Et maintenant, quand vous commencez à être un peu rebelle, quand vous commencez à être têtu, quand vous commencez à vouloir faire de vous-même, alors vous devenez l'homme à battre. Vous devenez dictateur. Vous devenez, je ne sais pas, ils ont des mots. Ils ont des phrases. Ils ont des adjectifs qualificatifs à des personnages ou bien à des États qui ne veulent plus marcher selon le pacte colonial, qui ne veulent plus marcher selon la logique coloniale. Alors, vous commencez, non, au Mali, on ne respecte pas les droits de l'homme. Au Mali, il n'y a pas ceci. Au Mali, ou bien en fait, ils regardent ces territoires où des gens ne sont plus en accord, en odeur de sainteté avec ce pacte colonial.
On dit non, il n'y a plus ceci là-bas. Les ONG vont vous rabâcher les oreilles. Les France 24, RFI va vous déclarer, va vous dire des choses incroyables. Donc, vous voyez que le pacte colonial a longtemps fonctionné. Et maintenant, vous savez l'actualité. L'actualité, c'est qu'il a failli avoir assassinat d'Assimi Goïta. Il a failli avoir un coup d'État. C'est encore quoi? Méthode coloniale. Donc, quand vous êtes celui qui n'obéit pas, alors le coup d'État aussi se met en place, parce que sans les coups d'État, les assassinats et tout le reste. Donc, tout ça est dans ce package de la politique coloniale de la France dans nos différents États, sur les États qu'il a colonisés. Donc, quand aujourd'hui, Moscou dénonce, parce que c'est la voix de Moscou qui parle, n'est-ce pas? Moscou dénonce la politique coloniale de la France au Mali, ça veut simplement dire que Moscou a pris du volume, a pris acte de ce que le Mali a décidé de faire, d'être vrai. Parce que c'est tout ce qu'on demande à nos États. La franchise. Vous êtes avec la Russie ou bien vous êtes avec l'autre. Au lieu de jouer sur comme plusieurs paliers. Du côté du Burkina Faso avec le Kounet d'Amiba. Mais bien sûr, vous avez tout compris. Vous êtes assez intelligent pour vite comprendre. Pour dire qu'on n'est pas là pour jouer, non. D'un côté ici, bon, on peut faire avec la France. De l'autre côté, il faut essayer de contenter les uns et les autres. Les uns et les autres. Non. Dans ce monde actuel, où la guerre est déjà en phase, on est déjà face à une troisième guerre mondiale, parce que tel que les déclarations, que ce soit des Américains, que ce soit de Moscou et de tout le reste des pays de l'Occident, vous comprenez que le monde est déjà dans une guerre. La guerre est déjà d'abord médiatique, hein, parce que les gens oublient qu'il y a une guerre médiatique qui est en train de se passer. Vous voyez un peu la liberté, les libertés d'expression sont déjà bafouées partout. Quand vous regardez la supprimation, on supprime le signal de RT en France et de tout Russia Today et tout le reste là. Donc vous comprenez que c'est la guerre. Et quand vous voyez le comportement de France 24 et tout le reste, vous comprenez qu'on est en guerre. Parce que même tous les jours, la Russie prend du terrain en Ukraine, mais France 24 vous dit que la Russie est en train de perdre. Donc vous voyez le comportement démentiel de ces gens-là, parce qu'ils sont en guerre et comme ils sont animés par un esprit de mensonge. Donc aujourd'hui, quand nous voyons cette situation, nous savons que la Russie est en pole position. Et Dalvaris a très bien expliqué tout à l'heure que, mais sachez-le, la Russie, c'est le premier producteur mondial de blé. La Russie a plein de ressources. En fait, c'est un pays continent. La Russie, c'est un pays continent qui est presque comme un pays africain, qui a beaucoup de ressources chez elle. Tu vois un peu, c'est pour ça qu'elle n'a pas la logique, elle n'a pas la pensée coloniale, elle n'a pas comment dire ça, l'hégémonie que les autres États ont sur les autres États. C'est-à-dire, la France, elle, en elle-même. Pourquoi la France a la politique coloniale ou bien la pensée hégémonique sur les autres? Parce qu'en réalité, la France n'a rien en elle-même. Rien du tout. La France n'a ni ressources naturelles. La France, même les ressources humaines, hein, elle est obligée d'emprunter les ressources humaines d'ailleurs. Vous voyez un peu, donc quand vous avez un pays comme celui-là, qui emprunte les ressources humaines, les ressources culturelles, toutes les ressources, elle ne peut qu'avoir une pensée coloniale, elle ne peut qu'avoir l'hégémonie de vouloir dominer les autres. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être vendeur d'uranium alors qu'il n'y a aucun site d'exploitation d'uranium dans votre territoire. Mais vous êtes vendeur d'uranium. Vous êtes vendeur, le plus grand vendeur. Vous êtes quatrième puissance, la plus grande réserve. La plus grande réserve d'or du monde, quatrième. Bon, je pose toujours cette question. Français, montrez-moi un seul site d'exploitation de l'or dans votre territoire. Que dalle, il n'y a rien. Donc, quand nous avons tous ces différents éléments-là, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, la Russie qui a compris et qui comprend les enjeux, sachant que le Mali est une plaque tournante aujourd'hui pour que l'Afrique puisse se libérer, surtout l'Afrique francophone, puisse se libérer de ce joug colonial, alors prendre position, et surtout que le Mali
les Maliens ont prouvé leur sincérité. Tout à fait. Parce que c'est ça le plus grand problème aujourd'hui avec ceux qui veulent coopérer avec la Russie. La Russie pose d'abord le premier problème de la sincérité. C'est la question qui a été posée au colonel Dabimba. Mais bien sûr. Êtes véritablement d'avis de vouloir travailler avec nous? Dans le cas contraire, on préfère vous laisser à votre place. Mais bien sûr. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, si on est sincère, tous les États qui seront sincères de travailler avec la Russie va apporter tout son soutien. Et ce qui est sûr, sachez-le, le monde a changé. Le monde ne sera plus le même. Le monde ne sera plus la chasse gardée des États-Unis et des auteurs occidentaux. C'est terminé là. Donc, il y a une bataille mondiale qui est en train de se placer et c'est la bataille de deux camps. Et comme Dieu lui-même dit souvent, je mets deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais moi, Dieu, je te conseille de choisir la vie. Dieu nous laisse au-devant de nous deux chemins où nous devons choisir. C'est à nous maintenant de voir quel est le bon chemin en âme et conscience où nous devons aller. Merci à vous, André Christelle Fanga. Luc, je vous retrouve et tout à l'heure, j'ai donc convoqué cette résolution du Congrès américain qui vient donc désormais de mettre le pied, on va dire, dans la fourmilière. Et bien, cette loi visant donc désormais les activités dites malveillantes de la Russie du côté de l'Afrique, et bien, pour beaucoup d'analystes, c'est une loi qui est un mélange du soft power, mais également du hard power, qui aura donc visiblement pour démarche de mettre clairement à mal du moins je vais dire quoi, la démarche russe sur le continent, la présence russe sur le continent africain. Nul d'autre que dans le cas d'espèce, Luc Michel, il faudra désormais s'attendre à ce que la Russie soit de plus en plus, comme l'a dit d'ailleurs Dalaris sur ce plateau, puisse davantage activer sa démarche de riposte face aux menaces, cette fois-là réelles, venues, que ce soit de l'Europe ou alors des États-Unis. De l'affrontement actuel, il y a la guerre économique. Mais les Occidentaux n'ont pas vu le piège dans lequel Poutine les a entraînés. La guerre économique, les Russes n'ont pas pris des mesures il y a 90 jours. Ils prennent des mesures depuis 2014, depuis les premières sanctions donc, de la crise de Crimée. Et par exemple, le coup de maître de Poutine, ça a été le rétablissement d'une sorte d'étalon en Russie. Dorénavant, le rouble est appuyé sur les réserves d'or de la Russie. Le second coup de maître, ça a été de dédollariser le marché des hydrocarbures en imposant aux firmes occidentales, européennes en particulier, d'ouvrir des comptes en Russie et de payer le gaz en rouble. Aujourd'hui, on sait que plus de la moitié des firmes européennes ont accepté, malgré les protestations, malgré les rodomontades de la Commission européenne à Bruxelles, qui sont des illusionnistes. Vous avez deux grandes multinationales parmi les principales. La multinationale belgo-française Engie, qui a accepté d'ouvrir un compte en rouble, et la multinationale italienne Eni, qui a également accepté. La Russie a également adopté des contre-sanctions. Il n'y a pas seulement les 960 Américains qui sont interdits d'entrer en Russie. Parmi ceux-ci, il y a Zuckerberg. Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a cru qu'il allait censurer la Russie. On a appris hier que le compte de Google en Russie avait été saisi par les autorités russes. Google va donc, Russie, se déclarer en faillite. Voilà quelle est la réaction. Il y a toute une série de mesures qui sont prises dans tous les domaines et qui font que la Russie va gagner cette guerre économique. Il y a également la guerre des matières premières et du blé. Dimitri Medvedev, le vice-président russe, qui est un ancien libéral, mais qui aujourd'hui est un nationaliste radicalisé, eh bien, il a fait une déclaration. Il a dit, on prend contre nous des mesures de sanctions insensées, et puis on exige de nous que nous fournissions la nourriture au monde. C'est une farce. La Russie a déjà déclaré, elle va fournir uniquement les amis de la Russie, et pour acheter des matières premières, du blé, etc., il va falloir également payer en roubles. C'est l'échec de l'Occident. Pas encore échec et mat, mais déjà échec.
Michel. Allez, Dalouari, je vous retrouve sur cette question. Vous avez d'ailleurs bien fait d'évoquer cette seconde, cette autre résolution qui a été prise par la Fédération de Russie vis-à-vis de son partenaire malien. Eh bien, il faut désormais dire que Moscou a donc décidé de continuer à livrer blé, engrais, mais surtout produits pétroliers au Mali. Est-ce que finalement, dans cette démarche, ça va permettre visiblement et définitivement donc au Mali de ne plus rien espérer de ses prétendus autres partenaires? De quel partenaire? Du colon? Vous parlez de quel partenaire? Des autres? Oui, non, pour la CEDEAO, il faut bien comprendre. Puisque pour la CEDEAO, je pense, pour entrer, vous savez, le Mali est dans la logique. Et la démarche malienne est très similaire à la démarche russe. Elle est légale, elle est légitime. Parlons d'abord de la CEDEAO, ou alors précisément du G5 Sahel. Le G5 Sahel a été créé en 2014 pour faire face aux questions de sécurité dans la zone sahélienne, notamment qui regroupe et la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger, je crois, le Tchad. Ces nations sont ensemble. Quelques années après, il fallait une force d'intervention. C'est pourquoi en 2017, il y a la force d'intervention qui est mise en place avec 5000 hommes. Chaque État occupe la présidence du G5 Sahel de manière tournante. Et pour qu'un chef d'État puisse occuper la présidence, il y a la conférence des chefs d'État qui se déroule dans la nation. Notamment, le Mali devrait occuper la présidence à partir de février. Donc, la conférence des chefs d'État devrait se dérouler à Bamako à partir de février. En février, on dit rien. Les autorités maliennes écrivent au président de l'exercice actuel, qui est le président du Tchad, qui a hérité du trône de son père. Exact. Il n'y a pas de réaction. Nous sommes pour une présidence qui doit être assumée par le chef d'État malien, qui en principe devrait être en février. Nous sommes en mai, presque en juin. Donc c'est-à-dire presque la moitié de l'année. En fait, les autorités du G5 disent qu'en fait, pour les questions internes au Mali, le Mali ne peut pas présider. Déclaration de M. Bazoum. Exact. Ce qui est inadmissible. Puisque les questions internes sont internes. C'est la souveraineté de chaque nation. C'est comme si vous avez un problème. C'est pas comme on dit parfois en Afrique que vous faites une tontine. Il faut faire le tour de rôle de chaque maison pour parfois comme ça se passe. Mais le jour où on va faire la tontine chez vous, les gens vont dire que non, ta femme là, ton enfant là, il est trop injure. Ton enfant n'a rien à y voir dans une question de tontine. Puisque vous achetez chez tout le monde sans regarder les affaires internes. Quand le Niger présidait, il y a des questions de sécurité au Niger. Là. Il y a des questions de sécurité au Tchad. Là. C'est même pourquoi on a créé le G5. Il y avait des questions de sécurité qui frappaient les populations. Maintenant, dans un contexte comme celui-là, le Mali a dit, nous sortons de cette chose. C'est pratiquement le même comportement des Russes. Hein. Nous sortons de ces choses. Mais les Maliens sont assez intelligents. Ils disent, nous sortons de l'organisme G5 Sahel, mais nous gardons les relations bilatérales avec tous les États qui sont membres. Alors, ça permet de revoir votre question pour dire que... Parce que jusqu'ici, je ne vois pas encore établir... Oui, justement, j'établis la relation pour dire que oui, dans le G5 Sahel, le Mali n'est plus. Mais les relations bilatérales restent avec toutes les nations. C'est-à-dire que s'il y avait des intérêts particuliers, s'il y a des intérêts personnels entre les autorités maliennes et le Burkina Faso, entre les autorités maliennes et le Tchad, le Mali peut compter dessus pour s'il y a réciprocité. Comme le Tchad peut compter sur le Mali aussi peut compter sur le Tchad. Mais plus dans le cadre du G5 Sahel. Il faut bien comprendre que dans le cadre du G5 Sahel, par exemple, au niveau de la sécurité, il y avait l'échange des informations par rapport au mouvement des djihadistes. Oui. Juste qu'il fallait que cette information passe par un cadre officiel qui était le G5 Sahel. Mais maintenant, si l'on s'en tient à la philosophie actuelle des autorités maliennes, c'est qu'en fait, ils peuvent échanger directement avec les Tchadiens. Il peut échanger avec les Nigériens, avec les Mauritaniens. Pourquoi? Parce qu'en fait, la diplomatie malienne, le colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement, il est clair. Il dit que la raison principale, c'est que le G5 Sahel est piloté par une puissance extra-régionale. En d'autres termes, la puissance extra-régionale, tout le monde sait que c'est la France. Pour eux, c'est qu'en fait, ce que le G5 Sahel est en train de faire, en fait, c'est pas que forcément ces chefs d'État sont méchants, c'est qu'il y a une puissance hors du G5 Sahel qui veut utiliser le G5 Sahel pour développer ses intérêts personnels. Et dans ce contexte-là, elle dit, je préfère traiter d'égal à égal ou alors de manière bilatérale avec chaque État. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense que les relations bilatérales avec les États sont conservées. Les Maliens, comme tout le monde sait, les Maliens sont des grands nomades, pratiquement sur le continent africain. Il y a une très grande diaspora malienne
en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Cameroun, partout. Au Cameroun, par exemple, il y a pratiquement l'assimilation entre les citoyens maliens et camerounais. Donc, un Malien qui vit au Cameroun n'a pas besoin de visa, tout comme un Camerounais qui part au Mali. Donc, vous dites que les relations restent là, mais le Mali se rend compte qu'un certain nombre d'États de la sous-région sont contrôlés par une puissance. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui est contrôlé par une puissance, quand vous traitez avec elle, c'est vrai, on reste dans la fraternité, mais on est un peu plus prudent. Vous avez bien fait de le souligner. Quelqu'un a bien fait de le souligner. Il y a cela à peine quelques jours, il y a une tentative de coup d'État. Vous pensez que les gars qui ont essayé de faire le coup d'État... On a d'ailleurs dit que le coup d'État serait parti, du moins les commanditaires de ce coup d'État seraient partis du Libéria et on a pu en Côte d'Ivoire avant de chuter du côté du Mali. Exact, beaucoup de financement de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-là, on est content d'être extrêmement prudent, même s'il y a des relations bilatérales. Mais cela n'exclut pas. Quand on a regardé la vague des manifestations, que ce soit à Dakar, ou que ce soit à Dakar, que ce soit à Ouaga, dans beaucoup d'États sur le continent africain, des gens ont manifesté, les populations ont manifesté contre les sanctions qui sont prises contre les autorités maliennes. On a vu des sorties des responsables, même particulièrement au niveau du patronat sénégalais. Car c'est le Mali, pour le patronat sénégalais, c'est un très grand marché de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. C'est des dizaines de millions de tonnes de marchandises qui ne peuvent plus aller au Mali. Et cela a un impact négatif sur eux. Donc vous dites quoi? Vous dites qu'en fait, il faut se rendre compte que dans les différentes populations, dans ces différentes nations, il y a une strate qui fait corps et âme avec les intérêts du Mali. Donc quelque part, pour sortir, oui, le Mali peut encore espérer quelque chose des différentes nations, d'abord de manière officielle, puis il y a des relations bilatérales, mais aussi et surtout au niveau des populations. Car n'oublions pas qu'une bonne partie même de l'économie malienne est liée à sa diaspora qui est pratiquement dans tous les continents, dans la plupart des pays sur le continent africain. Quand on est dans une situation comme celle-là, on ne peut pas cracher totalement sur les États. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il a si bien dit, il y a un certain nombre de leaders qui obéissent aux intérêts d'une nation et sa territoriale, mais ça ne veut pratiquement pas dire que toute la nation ou tout le gouvernement est totalement mauvais ou hostile à la nation malienne. D'accord, merci. Docteur Bassiliken, est-ce que davantage cette volonté de la Russie d'étendre davantage, du moins de continuer à approvisionner le pays en blé, mais surtout en pétrole, mais davantage de s'intéresser à ces questions sécuritaires, d'avoir si bien dit, la Russie voudrait davantage étendre sa coopération, que ce soit militaire, j'entends pas, même au niveau de l'armée citoyenne, du moins de la police qui est du côté de Bamako. Est-ce que ça lui donne, parlant de ce pays-là, davantage des coups de franche pour mieux amorcer ses volontés indépendantistes? Bien entendu. Vous savez, les présidents comme celui de Côte d'Ivoire avaient cru qu'il suffirait de dire que la CEDEAO met le Mali en embargo et dans les 15 jours qui suivraient, le gouvernement allait s'effondrer. On a suivi dans son échange avec Dr Boubou Sissi. Voilà. Malheureusement pour eux, heureusement pour les Maliens et l'Afrique, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, quand la Russie affirme clairement son intention de continuer et même d'approfondir la coopération avec les autorités maliennes, ça ne peut être qu'une sauvetage, une sorte de sauvetage du pays Mali tel qu'il est en train de se construire en ce moment, alors que pour les Français, il aurait fallu que le Mali restât toujours un pays sous-développé dans lequel il viendrait puiser impunément l'or, le pétrole, le diamant et l'uranium, parce que les mines d'Arlit, on ne le dit pas assez, sont à cheval entre le Niger et le Mali. Absolument. Donc pour la France, il faut impérativement détruire, éliminer les dirigeants actuels du Mali. Et c'est ce qu'elle a fait, la France, tout au long de la colonisation française. Toute velléité, toute personne qui avait la velléité de penser indépendance n'était pas arrêtée, emprisonnée comme le faisait la Grande-Bretagne, mais systématiquement éliminée physiquement, assassinée. Et c'est comme ça que, au moment des indépendances, quand la Grande-Bretagne, après avoir plié sous le poids du Mahatma Gandhi et donné l'indépendance à l'Inde, a décidé de libérer les pays africains de son jour, eh bien, elle a ressorti les Jomo Kenyatta, les Kwame Nkrumah, les Milton Obote, qui étaient en prison, et avec eux,
elle a négocié les conditions d'accès à l'indépendance. Tandis que nous autres francophones, systématiquement, les personnes qui avaient des velléités indépendantistes ont été assassinées, et c'est la France qui a librement choisi qui devenait son interlocuteur après l'indépendance. Et on a vu ainsi qu'une personnalité comme M. Ahidjo, qui en 1956 déclarait l'indépendance du Cameroun pas avant 100 ou 150 ans. 4 ans plus loin, eh ben, il est devenu le président du Cameroun qui a signé des accords. Je vous jure, ces accords-là, un être humain sain d'esprit ne les aurait pas signés. Mais comme c'était des marionnettes de la France, et la France croit qu'elle continuera toujours à siffler les chiens pour les amener à aboyer ou à se taire, eh bien, le monde est en train de changer et nous en savons gré à la Russie pour ce changement qui se prépare. Allez, André Kisefanga, il est plus qu'urgent désormais pour la Russie de réussir ce coup d'essai, j'ai envie de le dire comme ça, parce qu'on a véritablement l'impression qu'avec le Mali, c'est l'implémentation véritable d'une coopération entre États, entre la Russie et un pays africain. Et donc, la Russie veut, dans le cas d'espèce, réussir ce spécimen-là entre le Mali. Et donc, on peut davantage comprendre sa volonté d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur dans sa coopération avec le Mali aujourd'hui. Mais c'est clair. Aujourd'hui, je pense que c'est l'échantillon. Le Mali, c'est l'échantillon de la coopération Afrique-Russie. Et c'est pour ça que la Russie a pris des dispositions nécessaires pour démontrer à la face du monde que mais voici mon partenaire, nous allons arriver. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a réussi une chose, parce que pour qu'une coopération se mette en place, pour que les gens puissent se tourner vers, il y a d'abord la formation. C'est pour ça qu'on fait tout pour éliminer Assimi Goïta et tous ceux qui sont pro-russes. Parce que la vérité, ce n'est pas tous les Maliens qui sont pro-russes. Il faut le dire clairement. Il y a des Maliens qui ne sont pas pro-russes. Mais comme Assimi Goïta a double formation, dans sa formation militaire, il a aussi fait une formation russe. Donc, il a un comportement qui sied aux Russes. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'il peut prendre les décisions sans avoir froid aux yeux. Vous voyez un peu? Donc, ça c'est un comportement, ça c'est un caractère à cause de quoi? De la formation. Maintenant, nous avons un grand problème chez nous en Afrique parce que la plupart de nous ont été formés à l'école francophone. Ça fait que la coopération russe devient un problème. Ça devient extrêmement difficile pour qu'on se comprenne. Première des choses, le langage. Nous parlerons la langue française. Oui. Pour que nous puissions avoir une coopération avec la Russie en parlant la langue française, c'est un problème. Parce qu'il faut que nous... Bien sûr, il y a des traducteurs, mais c'est quand même quelque chose qui est déjà ancré dans notre ADN. Donc, il faut... en informatique, on parle... Il faut reprogrammer. Il faut reformater, exactement. Donc, il faut reformater nos caractères, nos comportements, nos pensées, notre façon d'agir. Donc, aujourd'hui, la Russie a compris qu'il y a quand même des gens qui sont venus se former chez nous et qui comprennent notre langage, qui comprennent notre façon de penser. Et le Mali aujourd'hui est ce pays-là qui peut être ce pivot, cet exemple, ce modèle qu'on peut présenter aux Africains que regardez un modèle d'État, un mieux par rapport à où vous êtes allé vous engouffrer. Ouais. Donc aujourd'hui, la Russie est dans une logique de présentation à la face du monde. Tout le monde sait, on connaît la puissance de la Russie, on connaît les capacités de la Russie, ce n'est pas aujourd'hui. En fait, la Russie a toujours gagné toutes ses batailles. Que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a été toujours, mais on a donné gloire à des pays, c'est-à-dire les États-Unis, qui n'avaient pas fait grand-chose, mais c'est eux qui... Vous savez, quand vous avez les moyens de communication, vous avez tous les moyens. On se rappelle effectivement que la Russie est le pays, ou alors la Fédération de Russie est celle qui a payé le lourd tribut de tout. Soviétiques, quand même, qui 27 millions, pardon, qui ont été tués pendant cette guerre. Et on a l'impression que ça, voilà, on passe une éponge dessus. Exactement. Et c'est pour ça que vous voyez le comportement des Russes. Mais après, on a l'impression que ça leur a davantage aguerri par rapport aux méthodes de combat. Puisqu'aujourd'hui, il y a quelque chose malheur et bon, ça leur permet de mieux se repositionner par rapport aux enjeux. Exactement.
C'est pour ça que la Russie s'est repositionnée et allée travailler. Parce que toute guerre que la Russie va engager aujourd'hui, ce n'est plus pour perdre les hommes. Hein. C'est pour ça que ces ingénieurs, Davaris s'y connaît très bien, ces ingénieurs, se sont mis au travail au quotidien pour faire des missiles, des armes au-delà. Mais même les Américains sont étonnés parce qu'en réalité, ils ne s'attendaient pas que la Russie pouvait avoir un potentiel d'armement. Aujourd'hui, que ça soit, et ça, Dalvaris, merci de dire ça aux Africains, que non, en dehors des armes, la Russie a créé les engrais, a créé une industrie dans le domaine des engrais parce que à partir des engrais russes, vous avez l'autosuffisance alimentaire. Ce qui est peut-être, et ce qui est davantage nous autres surprenant, c'est d'ailleurs avec cette opération militaire que l'on comprend, on a tous ces étudiants nous a fait savoir que bon, le NPK a été le meilleur engrais, mais comment se fait-il que le continent africain, qui se veut celui par excellence de l'agriculture, ne puisse pas en lui-même produire ce type d'engrais? Je crois la seconde industrie de production d'engrais a été inaugurée, je crois, au Nigeria, au lendemain de cette actualité ukrainienne. Comment expliquer cela tant d'années après? Mais je crois que Dalvaris doit répondre à ça. Oui, très simplement. C'est lui qui est mieux outillé pour ça. Mais très simplement, la question de base, c'est qu'en fait, les gens avec qui on a travaillé pendant longtemps, moi je parle de colons français, n'ont jamais voulu que nous puissions être autonomes sur le plan alimentaire. Je faisais une conférence il y a de cela quelques semaines. Toutes les études ont démontré que le blé, par exemple, on peut le cultiver chez nous. Bien sûr. Tout l'Adamawa, le nord-ouest, l'ouest du Cameroun, une bonne partie de l'est, vous cultivez le blé là. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'import. Mais comme les gens voulaient toujours s'enrichir sur nous, le colon partait en Russie. Parce que c'est même là qu'ils importent l'engrais eux-mêmes. Ils partaient en Russie, achetaient du blé, mettre parfois 100 à 200 $, sur la tonne pour revendre chez nous, sans rien gagner, sans rien faire, sans effort. C'est cela, on applique ça pratiquement dans tous les domaines. C'est-à-dire que même l'engrais qu'on produit, même l'engrais qui existe partout, nous-mêmes, nous ne parvenons pas à développer ça dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie, c'est décevant. C'est qu'en fait, les politiques que nous implémentons chez nous, viennent d'où? Quelles sont les personnes qui décident pour ce type de politique? Les Russes, pour eux, vous savez, les Russes, c'est le plus grand pays du monde. C'est 17 millions de kilomètres. C'est même la Finlande qui fait les bruits là. La Finlande faisait partie de la Russie. Hein. Hier, là, ça fait pas longtemps. Les Finlandais, c'était des Russes. La plupart des États qui font je ne viens pas sur les États baltes. En d'autres termes, la Russie n'a pas les velléités expansionnistes. Les Russes ont intérêt que vous vous développez chez vous. Puisque chez eux, ils ne sont même pas nombreux. 17 millions de kilomètres, ils sont 150 millions d'habitants. Donc les Nigériens les dépassent extrêmement en nombre d'habitants. Quand vous êtes comme ça, vous vous dites, nous pensons que nous pouvons développer une bonne coopération avec ces gars-là. Et comme chez nous, généralement, nous avons un climat qui est tropical, ils gagneraient si on travaille avec eux à développer cela chez nous. Regardez pratiquement tous les systèmes, même au niveau de l'armement de pointe. Et ça, vous savez qu'au niveau de l'armement, pour la plupart des nations, par exemple, avec les Turcs, avec le système antimissile S-400, les Russes signent le contrat avec vous, mais il y a les clauses du contrat pour faire une coproduction ensemble. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont prêts à vous montrer. Ils disent, OK, cette partie-ci, nous allons faire cela en Turquie, cette partie, nous allons faire chez nous. Ça fait qu'au sorti de la réalisation du contrat, il y a quand même les bribes des choses que vous avez chez vous. Ce qui est très différent avec les gars avec qui on a travaillé, avec les Français. Il n'y a pratiquement rien chez nous. Tout ce qu'on a fait, même le peu qu'il y avait au seuil des indépendances, ils ont démantelé avec les privatisations. Il y a des entreprises au Cameroun, dès qu'on a privatisé, et les gens, ils ont démonté les machines, ils sont partis avec. Ils laissent tout là. Quand vous voyez les infrastructures, même au niveau de chez nous là, quand vous voyez les infrastructures, même quand les gars font les bruits, même l'usine Azovstal, où il y avait tous ces nazis là, les gens bavardent qu'il y a plusieurs étages de sous-sol, plus de 20 km de sous-sol, et que les Russes ne pouvaient rien faire. C'est qu'ils ont vu les prisonniers, c'est que c'est les Russes qui ont construit ça. C'est pourquoi ils ont tous les plans de cela. C'est quand l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique qu'ils ont conçu cette industrie. C'est pas les Américains, c'est pas les Européens. Et même l'Est de l'Ukraine, qui est pratiquement le grand tissu industriel, c'est parce que les Russes ont développé cela. C'est même une des raisons pour lesquelles les Donbassais se sont rebellés. Ils se sont dit, mais si vous allez entrer dans le système de l'Union européenne, c'est pourquoi notre industrie n'existe pas. Alors que notre système industriel s'embrique plus facilement avec celui de la Russie. Parce qu'en réalité, la plupart sont russophones et connaissent la technologie. Je veux dire que, oui,
Si nous n'avons pas ces technologies qui nous permettent de produire l'engrais pour être autonomes sur le plan alimentaire, c'est parce que les gens ont implémenté les politiques qui étaient contre notre nation. Pratiquement sur tout. C'est tout récemment. À l'ouest Cameroun, il y a déjà des vignerons à l'échelle artisanale qui produisent des vins et qui peuvent produire du vin ici. Comme vous savez, les Chinois sont parmi les premiers pays, sont parmi les pays, je ne vais pas dire les premiers, les pays producteurs du vin dans le monde. Alors que pendant longtemps, on a dit que ce n'était pas possible. C'est exactement ce qu'on a dit chez nous. Même les pommes là, vous voyez partout là, alors on implémente de plus en plus cela. En d'autres termes, les gens se sont arrangés pour que nous soyons un grand enclos. Puis ça, en fait, c'est pratiquement le modèle de la plantation de l'esclavage qu'on a mis chez nous. Hein. C'est-à-dire, vous savez, quand on prenait les esclaves chez nous, on partait sur le continent, je sais pas quoi, américain, il y avait les champs de canne à sucre, des champs de je sais pas quoi, de café, tout le reste. C'est exactement ce que l'on a fait. C'est-à-dire, on est venu chez nous, on dit, ok, vous êtes des champs, vous êtes des petits esclaves, vous allez produire seulement du café. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le café, ce sont des productions sur le long terme. Ouais. Une seule production annuelle, en très petite quantité, et ce sont eux qui fixent le prix. Et ce sont eux qui consomment plus cela. Puis ce n'est pas trop dans nos habitudes alimentaires. Alors que les cultures de chez nous qui peuvent nous donner plus d'argent, c'est-à-dire le macabo, le manioc, le maïs, etc., on s'arrange à ce que nous ne produisons pas cela. Ouais. Et cette politique a été implémentée dans beaucoup de domaines. Un journaliste m'a appelé il y a cela 2 ou 3 jours, me demandait, mais comment se fait-il que nous puissions produire du cacao et que nous n'ayons pas une vraie industrie? C'est une volonté. Que la Côte d'Ivoire puisse produire du cacao en grande quantité, c'est parce qu'il y a une volonté implémentée. Oui, que le premier producteur mondial qui est la Côte d'Ivoire n'est pas une industrie, c'est parce qu'en fait des gens estiment que la valeur ajoutée du cacao doit retomber chez eux. Entre-temps, la Côte d'Ivoire est comme une grande plantation où il y a des petits esclaves qui travaillent pour une production une fois par an, et sont eux qui fixent les prix et on a des revenus extrêmement modiques. C'est pratiquement la même chose chez nous. Les gens s'arrangent, puis ils savent que si nous avons 5, 10, 15 industries sérieuses de production d'engrais, nous allons être autonomes, mais sur le plan du point de vue alimentaire. Et si on est autonome du point de vue alimentaire, c'est très dangereux pour eux. Ça veut dire qu'on n'importe plus la farine de blé, ni même le blé. On n'importerait peut-être plus les pommes, une tonne de fruits, de frais, même du vin, puis on va faire une transformation locale. Et ça leur fait des manques à gagner qui sont considérables. Et c'est ce que les Maliens ont découvert. Et ce qui fait peur aux gens. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on a implémenté les sanctions contre le Mali, les gens ont dit non, ça va faire 3 semaines, ils ne peuvent pas tenir. Mais ils font plusieurs mois là. Ouais. Ils payent les salaires, mais plus surprenant, l'État malien a augmenté les salaires. C'est pas si inaperçu. Mais l'État malien a augmenté les salaires pendant les sanctions. Ouais. Mais comment ils font pour s'en sortir? C'est parce qu'ils essaient de travailler avec des gens qui pensent quand même moins. C'est vrai qu'entre États, il y a des intérêts. Mais ils se disent quand même que si les Maliens sont bien, tout le monde a vu, vous avez vu dans le nord du Mali, non? Vous avez vu le pétrole jaillir dans le nord du Mali. Tout le monde a vu les images là. Parce qu'en fait, les nappes, que ce soit du gaz, que ce soit du pétrole, qui se trouvent en Algérie, il y en a une partie au Mali. Les gens savent l'intérêt pour le Mali. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-là, où je réponds en résumé à votre question en disant que oui, si nous n'avons pas des industries sérieuses pour la production des engrais, c'est parce que le colon avec qui on a travaillé pendant longtemps, cela en concubinage avec des forces qui nous gouvernent, ne veulent pas que nous puissions avoir cela. Car quelle que soit la décision pensée par le colon pour une implémentation dans les colonies, il faudrait bien qu'il puisse avoir des collaborateurs, qu'il puisse avoir des traîtres. Car s'il n'y a pas de traîtres, et c'était une difficulté de la Russie, la 5e colonne, c'est très difficile de pouvoir implémenter cela. D'accord. Allez, on va tenter. Oui, et je voudrais ajouter l'autre avantage que nous avons à coopérer avec la Russie, c'est que on a vu comment les pays européens ont génocidé nos langues et nos cultures. Aujourd'hui, l'Afrique qui avait des dizaines, des milliers de langues, eh bien, il y a l'Afrique arabophone, hispanophone, francophone, anglophone, c'est tout. Moi, je crois qu'en nous mettant avec les Russes, eh bien, nous pouvons, chaque État africain, choisir une langue nationale et la développer de manière à coopérer d'égal à égal, au lieu d'être comme des chiens que l'on dresse à parler une langue qui n'est pas la leur, à manger une nourriture qui ne convient pas, à ne cultiver que ce qui est utile pour les autres. Moi, je crois que ce changement-là, c'est une nécessité absolue parce qu'il y a la véritable souveraineté linguistique, culturelle de l'Afrique qui doit être recréée, réactualisée, de manière à ce que les Africains deviennent des hommes véritables. C'est-à-dire, un homme, c'est une culture, une langue et des habitudes et de la capacité de production.
Voilà ce que ce dont la colonisation occidentale nous a privés et que nous pourrions, en coopérant avec les Russes, ressusciter en quelque sorte. D'accord. Allez, André Kessel, qu'est-ce que doit-on finalement retenir? On vous a coupé tout à l'heure pour permettre à Dalvaris de mieux nous permettre de comprendre les enjeux autour de ces engrais, du moins de la volonté du colon à refuser nettement à ce que les engrais soient développés sur le continent africain. On a donc compris, c'était pour éviter à ces peuples africains d'avoir une certaine autonomie alimentaire qui nous couperait d'un certain nombre de, passez-moi l'expression, du chantage occidental. Vous savez, quand on vous a fabriqué, on vous a façonné à être des consommateurs. Mais un consommateur est un consommateur, il ne va que rester consommateur. C'est dans cette logique-là que la colonisation nous a amenés à être que des consommateurs, travailleurs consommateurs, et non de devenir des puissances de production. Parce que si on commence à produire, on devient un danger, on devient quelque chose des rivaux. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est très important que nous, les Africains, nous comprenons, nous revoyons nos formations. La formation est d'une importance capitale. La formation, parce que quand on parle de formation, l'éducation est là-dedans. Hein. Quand on parle de formation, tout ce que vous pouvez voir, que ça soit professionnel, que ça soit tout le reste, tout est dedans dans la formation. Même la recherche fondamentale, tout est dans cette formation-là. Donc, même dans la défense, la formation est d'une importance capitale. Un militaire formé à Saint-Cyr et un militaire formé à la Fédération de Russie ne voient pas les choses de la même façon. Ou bien n'ont pas la même capacité d'opération sur le terrain. Je voudrais vous donner un fait. L'Union européenne avait un contrat avec de formation avec les FAMA. Avec la République centrafricaine. La République centrafricaine, les militaires centrafricains étaient formés par les formateurs de l'Union européenne avec les bâtons. Les bâtons. Donc on a coupé les bâtons en brousse. On a dit voilà. Donc c'est avec les bâtons que l'Union européenne formait une armée régulière, qui est censée stopper les rebelles qui, eux, par contre, sont bien armés, bien équipés. Voilà le comportement de la France et de l'Occident. Pour finalement mettre le pays sous embargo des armes. Soyons sérieux d'Alvarez. Voilà un pays, on paye des formateurs, parce que la RCA devait payer ces formateurs-là, de l'Union européenne. Ils viennent former les FACA avec les bâtons. Et quand on veut donner des armes à l'armée, c'est encore la même Union européenne qui déclare le pays sous l'embargo. Exact. Pourtant, on a vu comment ça s'est passé en Ukraine, même des fous avec des armes en Ukraine. C'est la folie. On a vite fait pour armer n'importe qui, tous les civils. On a dit tout le monde, il faut que tout le monde soit armé, puisse être armé pour pouvoir se défendre. Quand la Russie arrive, donne des armes de pointe, la France dit non. Ils ne sont pas habilités à utiliser ce genre d'armes. Il faut d'abord... La Russie dit, mais où est le problème? Si c'est les Kalash qui veulent, on va envoyer des formateurs, les formateurs former comment ils vont utiliser ces armes-là. Donc, chers Africains, réveillons-nous. Nous dormons trop. Parce que la vérité, c'est que la politique coloniale de la France ne va jamais s'arrêter si nous ne prenons pas les engagements de la stopper. Si nous ne prenons pas les engagements, parce que tous nos amis, excusez-nous les docteurs, vous les docteurs, la docteur Bassilikine, mais comment l'université est encore calquée typiquement à celui de l'Occident? L'ENAM de Paris, c'est l'ENAM du Cameroun, c'est l'ENA de Paris. Quand vous regardez toutes les écoles de formation au Cameroun, en Afrique francophone, sont calquées rien que sur l'Occident. Mais allons ailleurs. Ou bien nous n'avons pas nos propres techniques. Est-ce que c'est eux qui nous ont appris à faire plein de choses? Quand même, l'Afrique a été quand même une semi-industrie où on transformait certaines choses. On savait comment conserver certains aliments. On savait comment faire plein de choses aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'on est devenu juste des consommateurs? Nous attendons, oui, on attend l'aide de l'Union européenne. Vraiment, le FMI, la Banque mondiale, on nous a promis, on va faire des ajustements structurels, on va faire ceci, on va nous apporter ceci. L'aide, la commission de l'Union européenne s'est réunie pour apporter l'aide à tel État. Oh, les députés, les sénateurs, mais nos élus font quoi? Nos députés font quoi? Nos maires font quoi? Nos États font quoi pour réfléchir de nous-mêmes, pour nous sortir de cette situation catastrophique? Parce que si on continue dans cette logique, nos médias font quoi?
Nos médias font quoi? Parce qu'on regarde seulement, non, les autorités, on regarde les autres. Notre société civile fait quoi? Notre société civile court seulement en Europe pour aller chercher. Donnez-nous l'argent, on va venir défendre les droits de l'homme. Quels droits de l'homme? Les droits des homosexuels. Voilà ce que notre société civile va chercher en Europe. Non, on va venir défendre la gouvernance, la politique. Quelle gouvernance? Vous avez d'abord quelle gouvernance pour que vous puissiez venir défendre, la défendre? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'exemple malien nous montre, nous pouvons changer de paradigme, nous pouvons changer de comportement, nous pouvons changer toute chose. Il ne peut être... Comment le ciment peut devenir aussi cher? Soyons sérieux, hein, dans ce pays d'Alvarez. Comment expliquons-nous? Quand Simancam était seul dans ce pays, le ciment ne coûtait pas aussi cher. Mais comment se fait-il au Cameroun? On a 4 sociétés de production de ciment dans ce pays qu'on appelle Cameroun. Mais subitement, les prix sont devenus... Ok, je me suis amusé d'aller dans un marché. L'avocat est devenu cher. Le bâton de manioc est devenu cher. Le plantain est devenu cher. Et quand les raisons, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Bon, ok. Même les feuilles de banane pour le Dans les feuilles de banane de coquin, on importe ça de l'Ukraine. Les feuilles de banane pour le coquille viennent d'Ukraine. Non, soyons sérieux. Africains, qu'est-ce qui nous arrive? Donc on importe d'Ukraine. Tout ça c'est d'Ukraine aussi. Non, c'est que la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. On n'a même pas augmenté le carburant. Hein, pour dire que... On n'a pas augmenté le carburant pour dire que... Il y a, non, soyons sérieux. Quand nous avons... Toutes ces choses-là, c'est pour démontrer que les Africains sont tellement dans la logique coloniale qu'ils font tout pour faire plaisir aux colons, pour faire plaisir à la mère patrie, à leur nation. Parce que quand même, on a parlé des commerçants. Hein. Si on touche les fonctionnaires, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Merci. Parce que tous ces fonctionnaires ont la mentalité coloniale de chef. Vous savez que la mentalité du colon, c'était qu'il y a un chef et il y a les esclaves. Il y a un chef qui a le bâton en main et pour fouetter les autres. Donc, quand l'inspecteur des impôts arrive, quand le gendarme arrive, il vient seulement avec la chicotte. Donc, devant lui, c'est les esclaves. Peu importe qui est devant lui, c'est que c'est un esclave. C'est la mentalité coloniale. Il ne vient pas dans la discussion. Il ne vient pas dans le dialogue. Il ne vient pas dans l'écoute. Il vient seulement pour punir. Merci à Mais vous. arrêtons ça. Merci à vous, André Christelle Fang. Il nous reste...